Au sein du camp, au moment de la visite, quand je suis avec Asimov et Mickey, se déroule cette chose-là qui me... Je reviens sur une date qui a encore été citée hier, qui est janvier 42, la conférence de Wannsee. Je me souviens d'une lecture et puis d'une conversation symbolique avec Hannah Arendt qui parle d'un certain E, et ça se finit par un N, qui était pendu après en Israël, plus tard, dont je ne cite pas le nom non plus, et qui se disait non antisémite. Et je me souviens de lui, je me souviens de la conférence de Wannsee, et je suis en train de penser, c'est là que les choses sont déclenchées, maintenant elles vont s'amorcer de manière directe, c'est que, bien entendu, au-delà de tout ce qui s'est produit historiquement à l'intérieur du camp, celui qui est visé, et c'est pas du tout par paranoïa, celui qui est visé, c'est moi. Celui qui est visé par la décision de la solution finale après les massacres en Europe de l'Est, c'est moi. Mais alors moi, on ne me connaît pas. C'est donc moi, en tant que genre, en tant que né en 1953, je suis toujours visé. C'est-à-dire qu'on peut passer par l'état de mort pour reconstituer l'état de mort de génération en génération. Je m'explique. Un tout petit truc entre parenthèses. Un grand poète anglais, John Keats, qui était phthisique, entend une nuit, dans sa souffrance personnelle, dans un jardin de Londres, le chant nocturne du rossignol. Il écrit un poème qui s'appelle Ode au rossignol. Et John Keats se dit dedans qu'il entend ce même rossignol qu'a dû entendre Ruth la Moabite lorsqu'elle était dans les champs de blé, dans l'attente de la venue de Bose. Et la solution, elle est celle-ci, c'est que lorsque John Keats parle du rossignol, qui est le même que celui qu'a entendu Ruth la Moabite dans cette antique nuit d'été, eh bien, ce rossignol, ce n'est pas le même rossignol, mais c'est le genre rossignol. C'est-à-dire que celui-ci peut traverser les époques. Et je suis en train de me dire que la conférence de Wannsee, à ce moment-là, ouvre la porte à quelque chose d'infini qui va être perpétré de génération en génération et que Mickey et Asimov sont seuls là à me donner le relais. Ce que j'ai entendu ce matin dans le film de Jean-Michel Mariou me confirme cette idée que les choses peuvent toujours continuer. Alors on arrête tout de suite les histoires d'alarme, de scandale. Moi ça m'est parfaitement égal. Simplement considérer que cette revenance de l'histoire, comme cela a été dit dans l'article lu tout à l'heure, est un effet qui malheureusement n'est pas de la littérature. À l'intérieur de l'écriture, j'ai compris, particulièrement au moment où Asimov m'a fait la démonstration de la chambre à gaz, en démontrant que c'était quelque chose de parfaitement démontable. On a parlé hier du Zyklon B. J'ai bien compris que je suis devant quelque chose qui ne s'exprime pas. Et que la difficulté, mais je l'ai compris, je suis extrêmement prétentieux, je l'ai subodoré. Il est impossible de parler de cette situation. Elle nous renvoie à quelque chose d'inexprimable que ceux-là même qui ont vécu cette situation sont incapables de relater. Et de plus, c'est là aussi que j'affirme que le langage exclut. Lorsqu'on le dit, on n'est pas obligatoirement écouté. Et cette idée me fait dire que lorsque l'écriture du roman se met en route, si elle n'est pas centrée sur des événements épiques, c'est-à-dire relatant la guerre, relatant la violence, le lecteur rentre dans un processus d'identification difficile puisqu'il est en face de quelque chose qui ne s'exprime pas.
C'est donc très difficile pour le lecteur, et je suis le premier lecteur d'autres livres, bien entendu, de rentrer dans ce processus d'identification. Je sais pourtant que le roman est comme une sorte, agit sur notre conscience comme une sorte de miroir, et qu'il va nous emmener dans un pays parfois séduisant, qui peut faire peur, mais d'ici à emmener le lecteur dans quelque chose qui ne s'exprime pas et qui n'existe pas, et l'objectif, je crois, de la conférence de Wannsee est de faire comprendre aux gens que le roman n'existe pas. Ainsi, je crée cet écart d'exclusion dans la langue qui se définit en relation avec le lecteur, qui lui-même rentre dans la difficulté de lire quelque chose qui est pourtant simple et évident, mais que les déportés au retour de la guerre, référence à la douleur de Marguerite Duras par exemple, n'arrivaient pas à exprimer à ceux qui étaient restés, qui trouvaient inconcevable. Lorsque, ça y est, cette histoire de la conférence de Wannsee est passée, les choses sont écrites, les choses sont faites. J'écris le roman en quelques semaines chez moi, je mets quand même du temps à situer les choses. Il y a encore la descente du grand escalier avec Asimov qui m'explique sur cette marche-là, je suis tombé, sur cette marche-là, etc., etc. Et en dernier lieu, les monuments commémoratifs que je mets sur le même plan que le camp, le monument commémoratif est comme une répétition de ce qui pourrait advenir de nouveau, parce que ça veut dire qu'on l'accepte. Et il faut que je trouve une solution. La solution, elle n'est pas dans le camp, la solution, elle est dans l'histoire et dans ce que j'ai pu vivre. Et je me sers d'un jour à Munich, quelques kilomètres de là. Si je transpose après la fin de la guerre, les événements de Munich, aux Jeux Olympiques, les athlètes israéliens, etc. Et j'arrive à joindre dans le roman l'histoire fictionnelle, si vous voulez, de quelqu'un qui visite le camp et dont le fils est pris dans une interaction, on va dire, fraction armée rouge, Meinhof, etc. Mythologie qui a pris beaucoup de poids à un certain moment donné de notre histoire. Je tente de relier les deux. Et puis la visite du camp, très vite on se retrouve dans l'avion, ça dure une journée. Et ce qui est terrible, chose que je ne recommencerai jamais, mais qui me revient extrêmement souvent, c'est que ces deux hommes avec qui j'ai été extrêmement proche dans la journée, je ne leur dis même pas au revoir, ils partent. J'ai même plus le temps de penser que Asimov est dentiste, et puis que, que Asimov est dentiste et que Mickey était limonadier, qu'il a perçu l'ombre du diable dans un bureau de la Gestapo, j'ai même plus le temps de voir ça, je ne leur dis pas au revoir. J'écris le roman, et étant donné que la conférence de Wannsee a atteint son but, je rêve un jour, je rêve un jour d'emmener mes enfants et mes petits-enfants dans ce camp pour répondre à l'appel qui a été donné, pour y résister bien entendu. Et comme je n'ai pas du tout envie de rester sur un échec, je me dis que je suis toujours dans ce Wolfgang See, l'auberge du cheval blanc, folklorique, que Wolf c'est le loup, que Gang c'est le couloir, que je suis moi dans un couloir devant une porte, et que j'ai dos à la porte pour pas qu'on me tire dessus, bien entendu. Ça c'est l'échec et l'exclusion par le langage. Mais si la porte s'ouvre, elle s'ouvrira un jour sur l'infini, et j'ai toujours la crainte que lorsqu'elle s'ouvrira de l'infini, on trouvera le moyen de me tirer dessus, dans le dos. Et c'est pourquoi je regrette amèrement de ne pas avoir pris le téléphone d'Asimov et de Mickey, puis de ne pas leur avoir dit « je viendrai vous voir ».